Quelque chose d'immense tombe en panne sans qu'aucun objet ne casse. Tout continue de fonctionner, officiellement, alors qu'un élément vital vient de sortir du cadre. Quand le téléphone de Marco Reinsalu, ingénieur réseau à Tallinn, se met à vibrer sans s'arrêter, il pense à une panne locale. En ouvrant son écran, il voit un pays disparaître. Marco, qui travaille pour un grand opérateur télécom, est en salle serveur. L'air est froid, sec, saturé de bip. Ses mains glissent d'un clavier à l'autre. Des courbes rouges montent, saturent, se figent. Pas un câble n'a brûlé, pas un bâtiment n'a explosé. Pourtant, des banques, des ministères, des médias tombent les uns après les autres. Et ce qu'il croyait être la plus grande force de son pays devient soudain son talon d'Achille. Le calme apparent du matériel contraste avec la rapidité de ce basculement. Depuis des années, Marco surveille le même trafic, les mêmes pics, les mêmes petits incidents quotidiens. Mais ce soir-là d'avril 2007, quelque chose cloche. Les écrans affichent des requêtes qui n'ont aucun sens, des millions d'appels simultanés vers les mêmes sites, les mêmes adresses. Au début, il pense à un bug, puis il voit les origines des connexions éclatées sur la carte du monde. Des milliers de machines, partout. Une attaque distribuée, une attaque conçue. Et tout démarre au moment précis où des pelleteuses, quelques rues plus loin, commencent à démonter un monument de bronze que Marco a vu toute son enfance, sans jamais imaginer qu'il pourrait déclencher une offensive numérique d'ampleur nationale. Sur ces écrans, les sites du gouvernement disparaissent, les portails d'infos clignotent, inaccessibles. Puis, plus grave, les premières banques. Les collègues de Marco courent d'un rack à l'autre, basculent des routes, ferment des ports. Au milieu de ce chaos maîtrisé, une question tourne en boucle dans sa tête. Qui tient l'interrupteur de ce pays numérique qu'il pensait indestructible? Hypothèse A, la plus simple. Un gros botnet criminel. Un maillage d'ordinateurs zombies loué au plus offrant sur des forums obscurs. Quelqu'un aurait profité du tumulte autour du monument déplacé pour lancer une attaque de chantage massif. Paralyser des banques, un parlement, des médias, c'est une bonne manière d'extorquer de l'argent ou de se faire un nom dans les milieux hackers. Les signaux collent presque. Le trafic ressemble à du DDoS classique. Des machines partout dans le monde. Des scripts d'automatisés. Pas de destruction, juste de la saturation. Les emails internes parlent de crime organisé. Les premières communications publiques restent prudentes, techniques, presque froides. Marco se raccroche à ça. Un gang cupide, un schéma connu, des routines de défense éprouvées. Cette hypothèse explose quand ses supérieurs lui imposent de couper, brutalement, une partie des connexions internationales du pays. Parce qu'aucun gang criminel ne s'acharne, semaine après semaine, sur les sites d'un petit État alors qu'il n'y a pas un seul canal de négociation, pas une seule demande de rançon, pas un seul message. Le doute change de nature. Hypothèse B, plus tordue. Un mouvement spontané, politique, mais sans pilote unique. Marco entend ce mot qui revient dans les couloirs. Patriote. Des internautes russophones, chauffés à blanc par les images du monument déplacé, qui s'organisent sur des forums, dans des chats, sur des blogs. Une colère réelle, alimentée par des chaînes télévisées étrangères, transformées en attaques coordonnées. Aux écrans, tout peut y faire penser. Des scripts basiques partagés en ligne. Des horaires qui collent aux soirées de certains fuseaux. Des vagues plus fortes après certains reportages télé sur le sacrilège commis à Tallinn. Les autorités voisines nient toute implication étatique, parlent d'individus isolés, insistent sur le caractère incontrôlable d'Internet. Dans le calme artificiel de la salle serveur, Marco veut bien le croire. Ça serait presque rassurant. Un élan chaotique, une foule numérique sans tête, qu'on finit toujours par fatiguer. Cette vision se renverse le matin où il voit les graphiques se synchroniser comme un métronome. Ce ne sont plus des vagues désordonnées. Ce sont des rafales nettes, calibrées, qui frappent en même temps le Parlement, les plus grosses banques, les principaux journaux. La fenêtre d'attaque se réduit, la précision augmente. Les défenses mises en place la veille sont contournées dès le lendemain, comme si quelqu'un lisait les contre-mesures en direct. Ce n'est plus une foule, c'est un champ de tir réglé. Hypothèse C, celle que Marco n'ose formuler qu'à voix basse, en rentrant chez lui, la nuit, quand la ville est encore agitée par les émeutes. Et si tout était inversé? Et si la foule n'était que l'écran? Des patriotes sincères, oui, mais utilisés comme fumigènes, pendant que, plus haut, des équipes expérimentées testent la résistance d'un pays
qui a mis presque toute son administration, ses banques, son identité sur le réseau. Ce qui semblait spontané pourrait n'être que décor. Puis une autre pensée plus coupante s'impose. Et si l'important n'était pas qui attaque, mais ce que leur propre modèle numérique révèle d'eux sous la pression. Marco passe ses nuits sous des néons blafards, les yeux brûlés par des écrans trop vifs. Le bruit continu des ventilateurs lui vrille les tempes. À l'extérieur, la ville porte encore les traces des vitres explosées, des vitrines pillées, des voitures renversées. À l'intérieur, tout se joue sans lumière, sans fumée, sans sirène. Et pourtant, un blocage brutal se dresse, un mur invisible contre lequel il se cogne sans cesse. Ce mur n'est pas technique. Les pare-feux, il les connaît. Les routeurs, il sait les reconfigurer sous la pression. La bande passante, il peut la répartir, sacrifier certains services pour en sauver d'autres. Le mur vient d'ailleurs. Il vient du fait que, soudain, chaque paquet de données qui traverse son réseau devient un enjeu politique. Lorsqu'il décide de filtrer massivement le trafic en provenance de certaines régions, ses doigts hésitent. Il sait que derrière les flux malveillants se cachent aussi des usagers ordinaires, des familles, des petites entreprises, des étudiants qui n'ont rien demandé. Bloquer, c'est les couper du pays. Ne pas bloquer, c'est laisser l'attaque entrer. Entre deux lignes de commande, Marco voit se dessiner une frontière qui n'a rien de virtuel. Le temps s'étire. Au même moment, à quelques kilomètres de là, devant un monument déplacé sous surveillance policière, des caméras tournent. Certains médias étrangers filment des fleurs, des visages en larmes, des pancartes en russe. Ces images sont reprises en boucle. Dans la salle serveur, des captures d'écran de ces reportages circulent en parallèle des graphiques de trafic. Un ministre demande des garanties que les sites officiels restent accessibles depuis les bons pays. Un autre exige au contraire qu'on resserre le cercle, qu'on protège d'abord les nôtres. Marco ne voit pas seulement des IP et des ports. Il voit, à travers elles, les lignes de fracture de son propre pays. Il pense à ses voisins russophones, à ses collègues qui ont de la famille de l'autre côté de la frontière. Il sait que pour certains, le monument n'est pas juste une statue, c'est un morceau de mémoire. Pourtant, à chaque meeting de crise, la pression monte pour présenter les flux suspects comme une menace extérieure homogène. Le mur, c'est cette impossibilité à séparer le câble de la politique. Chaque décision technique se charge d'histoire. Quand il coupe temporairement certaines liaisons internationales pour alléger la charge, Marco reçoit un appel d'un ami expatrié qui ne peut plus accéder à ses comptes en ligne. Il n'a aucune réponse simple à lui donner. Ses mains tremblent en tenant le téléphone, pas à cause de la fatigue, mais parce que, pour la première fois, il sent physiquement le poids de ses choix sur des vies qu'il connaît. Dans les réunions, les termes changent. On ne parle plus seulement de panne ou de service dégradé. On commence à utiliser des mots comme agression, attaque coordonnée, campagne hostile. Certains responsables veulent qualifier ce qui se passe de guerre. D'autres freinent, rappellent qu'aucun câble n'a été coupé, qu'aucun hôpital n'a été plongé dans le noir. Marco écoute, assis au fond de la salle, les mains posées sur son ordinateur portable. Il ne sait plus très bien dans quelle catégorie ranger ce qu'il voit. Le silence du couloir après ces réunions tranche avec l'intensité des écrans. Le mur, c'est aussi la solitude qui s'installe dans les gestes répétitifs. Rafraîchir des tableaux de bord, ajuster des filtres, répondre à des appels d'urgence de banques qui voient leur site tomber pile à l'heure de pointe des paiements. Entendre la panique contenue dans la voix d'un directeur qui lui demande « Combien de temps encore ?» et devoir répondre par des heures, pas par des minutes. Une nuit, alors que les pics d'attaque repartent à la hausse, Marco se cogne le genou contre un coin de rack métallique. La douleur est vive, tranchante. Il ne s'arrête pas. Le sang tache lentement le bas de son pantalon. Cette coupure dérisoire devient pour lui la preuve la plus concrète d'une guerre qui n'a officiellement pas de champ de bataille. Autour de lui, les consignes se font plus dures. Priorité absolue aux institutions de l'État, puis aux grandes banques. Les petits acteurs, les sites associatifs, certains médias locaux, se retrouvent relégués, parfois complètement inaccessibles. Marco observe cette hiérarchie se mettre en place, en urgence, au mépris de toutes les proclamations habituelles sur l'égalité d'accès au numérique. Il pensait travailler pour un réseau neutre, un simple transporteur de données. Le mur se referme quand il comprend que son infrastructure est devenue, en quelques jours, un instrument stratégique, un filtre qui décide qui parle et qui se tait. Une question le hante, alors qu'il marche dans les rues de Tallinn, à l'aube, les yeux brûlants, en passant devant des vitrines encore cassées. Où s'arrête son métier? Où commence autre chose?
Il sait qu'il ne pourra pas rester éternellement dans cette zone floue. Mais pour l'instant, le mur ne bouge pas. Il doit continuer à taper des commandes, à accepter qu'une ligne de code puisse redessiner qui fait partie, ou non, du pays connecté qu'il croyait jusqu'ici si simple à définir. Lorsque la vague retombe, Marco lit les rapports qui commencent à circuler. Des chercheurs, des militaires, des juristes. Sur un point, il tombe d'accord. Ce qui a frappé son pays ressemble à un test grandeur nature des limites d'un État numérique. D'autres, plus prudents, insistent sur l'absence de preuves publiques irréfutables d'une implication directe d'un gouvernement étranger, tout en notant que la synchronisation des attaques avec la crise autour du monument ne peut pas être écartée comme un simple hasard. Ce qu'ils refusent de dire clairement, c'est jusqu'où un État peut ou veut aller pour répondre à un choc qui n'a ni missile ni explosion, mais qui expose au grand jour la possibilité de faire piller tout un pays en ne touchant qu'à ses flux. Les mois passent, la vie en ligne reprend. Les sites se chargent à nouveau, les virements repassent, les identités numériques fonctionnent. Pour beaucoup, l'épisode devient un souvenir flou, une panne géante associée à de vieilles images de manifestations devant un monument déplacé. Pour Marco, rien n'est redevenu normal. Il continue à travailler dans la même salle, sous les mêmes néons. Les alertes se sont calmées, les graphes se sont aplatis. À première vue, son pays a prouvé la solidité de son pari numérique. Aucun hôpital n'a cessé de fonctionner, aucun barrage n'a lâché, aucune élection n'a été annulée. Les discours officiels parlent de résilience, de réussite, de modèles à renforcer. On lui demande même parfois, dans des conférences internes, de présenter ce qu'il a vécu comme une histoire de victoire. Mais intérieurement, ce récit ne tient plus. Ce qu'il croyait vrai, avant, tenait en une idée simple. Plus le pays serait numérisé, plus il serait protégé. Multiplier les redondances, distribuer les services, connecter les administrations, les banques, les assurés, tout cela devait constituer un bouclier naturel. Un réseau trop dispersé pour être vraiment paralysé. Une société tellement habituée au numérique qu'elle deviendrait presque insensible au choc. L'attaque lui a montré autre chose. Elle n'a pas détruit l'infrastructure, elle a touché la confiance. Il se souvient de ses clients incapables pendant des heures de payer en ligne, de ses citoyens qui ne pouvaient plus accéder aux sites officiels juste au moment où ils cherchaient des informations fiables, de ses responsables politiques qui, pour garder le contrôle, ont demandé de couper des pans entiers du trafic international. Ce n'est pas un mur de feu qui l'a le plus marqué. C'est ce moment où le réflexe instinctif a été de se replier, de rétrécir, de choisir qui aurait encore droit au réseau. Il découvre progressivement un paysage plus sombre. Un pays extrêmement efficace, oui, mais qui repose sur un équilibre beaucoup plus fragile qu'il ne l'imaginait. Un modèle où quelques points de décision, quelques équipes comme la sienne, peuvent, en quelques lignes de code, basculer de la promesse d'ouverture à la logique de siège. Il lit, dans les documents stratégiques qui s'accumulent après l'attaque, les mots coopération internationale, doctrine, défense. Il voit naître des centres spécialisés, des manuels de droit, des exercices de cyberdéfense. Ça devrait le rassurer. Ça ne fait que renforcer l'impression que son pays est désormais un cas d'école, un laboratoire observé, un avertissement vivant. Un soir, il est invité à une réunion avec de jeunes ingénieurs fraîchement recrutés. On lui demande de raconter comment c'était en 2007. Les questions tournent autour des aspects techniques, des volumes de trafic, des types de botnets. On veut des chiffres, des bons réflexes, des leçons à tirer. Marco répond, détaille, montre des courbes. Mais il ne parvient pas à transmettre ce qui, pour lui, a vraiment changé. Il essaie d'expliquer ce moment où il a compris que la ligne entre intérieur et extérieur ne passait plus aux frontières physiques, mais dans les filtres qu'il configurait au clavier. Les visages en face de lui restent concentrés, sérieux, mais distants. Pour eux, c'est déjà de l'histoire. Plus tard, en rentrant chez lui, il repense à ce qu'il a lui aussi accepté sans vraiment le questionner. L'idée que la sécurité de son pays pouvait tenir sur des solutions techniques, des redondances, des manuels, des accords. L'idée qu'on pouvait absorber une attaque de cette ampleur en améliorant les pare-feux, en signant plus de coopération, en écrivant des règles plus précises sur ce qui est ou non un acte de guerre en ligne. Ce qu'il découvre à la place, c'est que la vraie faille reste humaine et politique. Qu'aucun dispositif ne peut éviter le moment où quelqu'un, quelque part, devra décider de couper le flux à un voisin, à un partenaire, à un segment entier de population. Que la dépendance au numérique ne disparaît pas avec la résilience, elle s'enterre plus profondément.
À chaque nouvelle couche de sécurité, à chaque nouveau service en ligne, il sent cette tension se renforcer plutôt que s'apaiser. Alors qu'il referme son ordinateur un peu plus tôt que d'habitude, une pensée l'arrête net. Si, la prochaine fois, ce n'était plus seulement les sites et les paiements, mais les données elles-mêmes, les identités, les registres. Si le problème n'était pas qu'on puisse éteindre un pays, mais qu'on puisse réécrire ce qu'il est. Et là, une question, simple et brutale, lui traverse l'esprit. Combien de temps un pays peut-il encore prétendre exister, s'il suffit de quelques lignes de code, quelque part, pour le faire taire ou le remodeler sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré? Dans la pénombre de la salle serveur, Marco s'arrête devant un rack silencieux, un ongle ébréché accroché au métal. Un ruban adhésif jauni marque encore l'emplacement d'une machine remplacée après l'attaque, sans étiquette. Sur l'écran de contrôle, les graphes défilent calmement, de fines lignes vertes parfaitement alignées. Au loin, à travers une petite fenêtre sans rideau, on distingue un morceau de ciel pâle et la silhouette minuscule d'une antenne. Un gobelet en carton vide repose sur une console, rempli seulement d'un fond de café froid et de marques de doigts.